Je pense qu'il y a effectivement un manque de prise de conscience. Un utilisateur classique n'a pas forcément conscience que, en utilisant un outil numérique, s'il ne prend pas certaines mesures de base, eh bien, il peut se mettre en danger sur Internet. Nous sommes tous des victimes potentielles des pirates informatiques. Et aujourd'hui, le cyberpiratage prend de très nombreuses formes, on le sait. Alors ce mois-ci, octobre 2023, c'est le Cybermois, une nouvelle édition du mois de la cybersécurité lancé par les instances européennes spécialisées dans la cybersécurité. Ça nous concerne tous, particuliers, petites entreprises, collectivités locales, etc. On en parle avec le directeur de la plateforme gouvernementale cybermalveillance.gouv.fr, Jérôme Notin. Bonjour, pouvez-vous nous rappeler exactement ce qu'est le Cybermois ? Le Cybermois, c'est une initiative qui a aujourd'hui 11 ans. Historiquement, ça a été lancé par l'ENISA, qui est l'agence européenne de sécurité des systèmes d'information. Et puis, chaque pays a, à travers son autorité nationale, délégation pour organiser des actions pour sensibiliser les publics. En général, on pense au grand public. L'année dernière, nous avons eu le privilège avec l'ANSSI de copiloter cette action, le Cybermois, l'European Cyber Month. Et cette année, notre dispositif, parce que nous sommes orientés plutôt petites victimes, c'est-à-dire les particuliers, plutôt les TPE, PME, plutôt les petites collectivités. Donc nous avons pris le pouvoir, si je puis dire, sur l'organisation du mois européen cybersécurité. Donc nous avons réuni un collectif, évidemment avec les membres du groupement d'intérêt public, mais pas que. Donc un collectif qui a vocation à travailler, qui a travaillé ensemble pour faire que pendant ce mois européen de la cybersécurité, on sorte un petit peu de notre sphère et notre écosystème de cyber et qu'on aille à la rencontre des publics qui, pour certains, n'ont pas encore saisi tous les enjeux de cybersécurité. Vous pensez qu'on sous-estime la menace, aussi bien du côté des particuliers que des petites entreprises ? Je pense qu'il y a effectivement un manque de prise de conscience. On est tous utilisateurs, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, d'outils numériques, et on n'a pas forcément, alors nous évidemment si, mais un utilisateur classique n'a pas forcément conscience que, en utilisant un outil numérique, s'il ne prend pas certaines mesures, et l'idée c'est pas de monter des Fort Knox numériques ou d'être extrêmement paranoïaque, mais si il ne prend pas certaines mesures de base, eh bien il peut se mettre en danger sur Internet. Si on prend toujours un petit peu dangereux, mais si on prend l'image de la sécurité routière, aujourd'hui, on sait que quand on prend ses véhicules, on doit être à jeun, on doit mettre sa ceinture de sécurité, on doit respecter la signalisation. Donc, malheureusement, encore beaucoup trop de personnes, à titre privé, mais à titre professionnel également, n'ont pas conscience que il faut, quand on nous propose des mises à jour, faire les mises à jour. Quand on a des données qui sont assez sensibles, les sauvegarder, déconnecter les sauvegardes de son réseau pour que, si jamais on est victime, par exemple, de rançongiciel, et on sait que c'est une menace donc depuis de nombreuses années qui adresse les collectivités et les entreprises, donc c'est une vraie menace qui a du sens parce qu'elle peut bloquer vraiment l'activité de la structure. Et bien voilà, si on a une sauvegarde déconnectée, pas trop ancienne, et bien si on est victime de rançongiciel, on va pouvoir réinstaller un système d'information propre une fois qu'on aura conservé les preuves pour le dépôt de plainte et une fois qu'on aura possiblement identifié le vecteur de compromission, c'est-à-dire comment les cybercriminels sont entrés. Donc on va pouvoir installer un système d'information propre et réinstaller ces sauvegardes, j'espère pas trop anciennes. Alors malgré tout, on voit que les incidents se multiplient, hein, les victimes sont toujours plus nombreuses, entreprises ou particuliers. Est-ce que quand on est victime d'un chantage ou d'un vol de données, d'une usurpation de mots de passe et ensuite de vol d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire on n'a plus que ses yeux pour pleurer en fait. Alors, la première des choses, c'est qu'on va sur cybermalveillance.gouv.fr. Donc là, on va pouvoir, soit si on a su qualifier la menace et à travers des recherches dans des navigateurs, des moteurs de recherche, pouvoir qualifier. Et normalement, on a un article qui correspond à cette menace, où on offre la possibilité aux victimes, particuliers, entreprises ou collectivités, de faire ce qu'on appelle un parcours d'assistance, c'est-à-dire qu'on va lui poser quelques questions, on va qualifier la menace et on va lui donner les conseils. Donc ces conseils peuvent aller jusqu'à potentiellement une mise en relation avec des prestataires de proximité. Nous avons 1200 prestataires de proximité sur le territoire national, dont certains sont labellisés. On a également créé un label. Et donc voilà, quand c'est
une remédiation qui est considérée comme technique. Il y a les premiers conseils en première intention, et puis la possibilité d'être mise en relation avec un prestataire. J'évoquais tout à l'heure l'intérêt du dépôt de plainte. Il est aussi fondamental, pour ne pas dire citoyen, de déposer plainte, parce que plus les services d'enquête disposeront de plaintes et donc d'éléments techniques, plus ils auront une capacité d'identification des auteurs et donc de faire possiblement cesser les infractions. Alors on voit que de plus en plus des hôpitaux ou des collectivités locales aussi, des mairies sont attaquées. Pour quelles raisons ? Les collectivités locales sont la cible des cybercriminels. On a souvent des questions d'élus, des collectivités, de DGS ou autres, qui nous disent « mais pourquoi ils nous attaquent nous ? On n'a pas d'argent ». On sait que les collectivités n'ont pas forcément beaucoup d'argent, on sait qu'elles ne peuvent pas, et c'est tant mieux, payer des rançons si par exemple on est victime de rançongiciel, mais on sait également, et les cybercriminels le savent également, que les collectivités disposent des données des administrés. C'est une richesse, c'est une mine d'informations, c'est de l'or pour ces gens-là. Ils vont collecter, s'ils ont compromis un système d'information d'une collectivité, petite ou grande, ils vont collecter le nom, le prénom, la date de naissance, éventuellement le numéro de sécu, éventuellement le COEF familial, l'adresse mail, éventuellement les coordonnées bancaires. Donc voilà, beaucoup d'informations qui ensuite vont être revendues à d'autres groupes cybercriminels pour faire des attaques très personnalisées, pour ne pas dire ciblées, mais en tout cas très personnalisées auprès de ces victimes, et qui vont beaucoup plus facilement, entre guillemets, tomber dans le panneau et là pour le coup répondre favorablement à un appel téléphonique d'un faux conseiller bancaire, cliquer sur un lien très personnalisé donc qui va envoyer sur une page qui contient des infos où ils vont enrichir d'autres informations, donc c'est toujours très incrémental tout ça. Donc voilà, la donnée détenue par la collectivité, elle a beaucoup de valeur pour être vendue ensuite à d'autres groupes de cybercriminels. Avant les cyberattaques, le risque c'était d'attraper un virus qui allait bloquer notre ordinateur. Aujourd'hui, on voit se multiplier des attaques qui sont plus humaines, entre guillemets. Ça passe par le spam téléphonique, les SMS et même les appels téléphoniques avec des vrais gens au bout du fil. Comment lutter contre ça ? Vous l'avez dit, effectivement, nous, on a coutume de dire que la mère de beaucoup d'attaques, c'est l'hameçonnage. L'hameçonnage, c'est on va vous inviter à faire une action pour que vous tombiez dans le panneau et que vous délivriez des informations. L'hameçonnage, il y en avait relativement peu il y a encore quelques années. Là, c'est la première menace pour l'ensemble de nos publics, que ce soit les particuliers, les entreprises ou les collectivités. Donc, en tout cas, c'est ce pourquoi les gens viennent chercher de l'assistance chez nous. Parce que, on l'a dit, c'est quelque chose qui va leur permettre d'avoir des éléments très personnalisés. Et si moi, je vous appelle, je vous dis, vous êtes Jérôme Colomba, vous êtes né, est-ce que vous êtes bien né là? Est-ce que votre numéro de carte de compte bancaire, c'est bien celui-ci? Est-ce que votre numéro de carte bancaire, c'est bien celui-ci? Il y a de fortes chances que vous répondiez oui et que vous soyez en confiance. Et par contre, en deuxième intention, je vais vous dire, oh mon pauvre monsieur Colomba, vous êtes victime d'une fraude en ce moment sur votre compte, je vais vous envoyer des codes, vous allez me les donner, on va annuler toutes ces opérations, et comme ça, vous serez remboursé par nous, la banque, puisque bien évidemment, je me présente comme le service fraude. Donc voilà, il y a un niveau il y a une première phase de collecte d'informations qui peut être automatisée, et ensuite, comme on va faire de beaucoup de victimes avec un taux de réussite important parce qu'on aura cette information qui va mettre en confiance la victime, ça vaut le coup d'avoir cette activité, si je peux me permettre, si on est purement sur un point de vue financier, ça vaut le coup d'avoir cette activité cybercriminelle parce que on peut générer quand même beaucoup de revenus. Alors, est-ce qu'on peut, malgré tout, rester optimiste et espérer faire baisser cette cybermenace, Jérôme Notin ? On peut faire baisser cette cybermenace, ça coûte pas cher, ça coûte quelques bonnes pratiques au sein des structures, ça coûte un petit peu d'argent en faisant appel à un prestataire qui va sécuriser le système d'information. On peut dire que il y a nos amis britanniques, moi j'adore leur approche, qui ont une doctrine donc qui s'appelle Active Cyber Defense. L'idée, c'est de dire, nous collectivement au niveau britannique, on doit être un petit peu meilleur que les autres parce que les cybercriminels, ce sont des gens feignants. Et si les Britanniques sont bien sécurisés, les cybercriminels iront attaquer d'autres pays. Et je pense que quand on est
alors à titre particulier c'est un petit peu plus compliqué, mais quand on est un chef d'entreprise ou un responsable dans une collectivité, on doit avoir cette démarche. L'idée c'est d'être vraiment un tout petit peu meilleur que les autres et de résister aux attaques, parce que c'est de la pêche au chalut en général, et que donc c'est relativement facile de s'en protéger si on a respecté les bonnes pratiques. Par exemple, on a adhéré à la charte ce qu'on propose en ce mois d'octobre 2023, donc qui est une sorte de guide pour justement faire qu'on soit un petit peu mieux protégé. Et donc, je pense que ça peut apparaître comme égoïste, mais si collectivement on fait tout cela, eh bien, si Jérôme C est meilleur et mieux protégé que Jérôme N le lundi, et que le mardi Jérôme N, alors c'est des temps plus longs, même si on est dans le temps court en cyber, mais vous voyez l'idée, et Jérôme N ensuite va devoir se protéger, et incrémentalement on va mieux être protégé. En étant mieux protégé, on va augmenter la difficulté auprès des cybercriminels s'ils veulent vraiment nous attaquer, et quand on augmente la difficulté, il y a plus de chances de faire des erreurs, et donc quand ils font des erreurs, on peut plus facilement les identifier et les interpeller. Alors, à l'occasion de ce cybermois, mois d'octobre 2023, vous lancez un certain nombre d'initiatives. Jérôme Notin, cybermalveillance.gouv.fr. Quelles sont-elles? Différentes initiatives. Alors, ça commence par exemple, sur notre plateforme, le référencement de différents événements qui peuvent avoir lieu à Paris, mais surtout en province, qui sont ouverts au public et qui permettent justement de faire que on puisse aller à la rencontre des gens qui parlent cybersécurité. Le 2 octobre, nous avons une action coup de poing sur les réseaux sociaux. Il y a différentes vignettes qui peuvent être récupérées et qui ensuite peuvent être diffusées sur les réseaux sociaux, un peu pour forcer les algorithmes de ces réseaux sociaux à faire que le hashtag cyberresponsable en fait apparaissent au niveau du maximum de pages. Et puis, alors plutôt à destination des professionnels, nous avons une charte de 8 engagements qui est disponible et qui permet pour un patron d'entreprise, pour un élu dans une collectivité, de comprendre en fait quelles sont les premières mesures à mettre en place. Là, je parle plus aux gens qui auront compris qu'il y a un vrai intérêt à se sécuriser, mais qui savent pas comment forcément faire. Moi, j'ai un exemple que j'aime beaucoup, c'est dans la structure nommer un référent cybersécurité. On sait que les petites structures ont très rarement des DSI, donc sans parler de chaînes de cybersécurité. Donc, par contre, il peut y avoir dans la structure publique-privée, eh bien une personne un peu geek qui est un peu meilleure, en tout cas plus d'appétence à aborder ces sujets d'informatique au sens large et en particulier de cybersécurité. Et donc, si on nomme une personne référente au sein de sa structure, eh bien, quand un agent d'une collectivité, quand un collaborateur d'une entreprise a un doute sur un email, a un doute sur le comportement de sa machine, eh bien, elle pourra aller voir cette personne, donc le référent, lui poser les questions et assez naturellement voir si effectivement il y a un problème. Et on peut aussi bien sûr aller sur cybermalveillance.gouv.fr, la plateforme que vous dirigez, Jérôme Notin. Merci beaucoup.